Vos amants ont arrêté entre eux que vous fussiez ensemble et nous nous acquittons de l'ordre qu'ils nous ont donné. Un tel ordre n'a rien qui ne me soit fort agréable. Je reçois avec joie une compagne de la sorte. Et il ne tiendra pas à moi que l'amitié qui est entre les personnes que nous aimons ne se répande entre nous deux. J'accepte la proposition et ne suis point personne à reculer lorsqu'on m'attaque d'amitié. Et lorsque c'est d'amour qu'on vous attaque? Pour l'amour, c'est une autre chose. On y court un peu plus de risques et je n'y suis pas si hardi. Vous l'êtes que je crois contre mon maître maintenant. Et ce qu'il vient de faire pour vous doit vous donner du cœur pour répondre comme il faut à sa passion. Oh, je ne m'y fie encore que de la bonne sorte. Et ce n'est pas assez pour m'assurer entièrement que ce qu'il vient de faire. J'ai l'humeur enjouée et sans cesse je ris. Mais tout en riant, je suis sérieuse sur de certains chapitres. Et ton maître s'abusera s'il croit qu'il lui suffise de m'avoir acheté pour me voir tout à lui. Il doit lui en coûter autre chose que de l'argent. Et pour répondre à son amour de la manière qu'il souhaite, il me faut un don de sa foi qui soit assaisonné de certaines cérémonies qu'on trouve nécessaires. Mais c'est là aussi comme il l'entend. Il ne prétend à vous qu'en tout bien et en tout honneur. Et je n'aurais pas été homme à me mêler de cette affaire s'il avait une autre pensée. C'est ce que je veux croire puisque vous me le dites. Mais du côté du père, j'y prévois des empêchements. Oh, et nous trouverons moyen d'accommoder les choses. La ressemblance de nos destins doit contribuer encore à faire naître notre amitié. Et nous nous voyons toutes deux dans les mêmes alarmes, toutes deux exposées à la même infortune. Vous avez cet avantage au moins que vous savez de qui vous êtes nés, et que l'appui de vos parents que vous pouvez faire connaître est capable d'ajuster tout, peut assurer votre bonheur et faire donner un consentement au mariage qu'on trouve fait. Pour moi, je ne trouve aucun secours dans ce que je puis être. Et l'on me voit dans un état qui n'adoucira pas les volontés d'un père qui ne regarde que le bien. Mais aussi, avez-vous cet avantage que l'on ne tente point par un autre parti, celui que vous aimez? Le changement du cœur d'un amant n'est pas ce qu'on peut le plus craindre. Et l'on se peut naturellement croire assez de mérite pour garder sa conquête. Ce que je vois de plus redoutable dans ces sortes d'affaires, c'est la puissance paternelle, auprès de qui tout le mérite ne sert de rien. Hélas! Pourquoi faut-il que de justes inclinations se trouvent traversées? La douce chose que d'aimer, lorsque l'on ne voit point d'obstacle à ces aimables chaînes dont deux cœurs se lient ensemble. Vous vous moquez. La tranquillité en amour est un calme désagréable. Un bonheur tout uni nous devient ennuyeux. Il faut du haut et du bas dans la vie. Et les difficultés qui se mêlent aux choses réveillent les ardeurs, augmentent les plaisirs. Mon Dieu, Scapin! Fais-nous donc un peu ce récit qu'on m'a dit qui est si plaisant. Du stratagème dont tu t'es servi pour tirer de l'argent de ton vieillard avare. Oh, tu sais qu'on ne perd point sa peine lorsqu'on me fait un compte. Et que je le paye assez bien par la joie qu'on m'y voit prendre. Tiens, voilà Sylvestre qui s'en acquittera aussi bien que moi. J'ai dans la tête certaines petites vengeances dont je vais goûter le plaisir. Pourquoi diable de gaieté de cœur veux-tu chercher à t'attirer de méchantes affaires? Je me plais à tenter des entreprises hasardeuses. Je te l'ai déjà dit. Tu quitterais le dessein que tu as si tu m'en voulais croire. Hein? Oui, mais c'est moi que j'en croirais. À quoi diable te vas-tu amuser? Mais de quoi diable te mets-tu en peine? C'est que je vois que sans nécessité, tu vas courir risque de t'attirer une venue de coups de bâton. Eh bien, ça dépend de mon dos et non pas du tien. Il est vrai que tu es maître de tes épaules. Et tu en disposeras comme il te plaira. Ouais, ces sortes de périls ne m'ont jamais arrêté. Et je hais ces cœurs pusillanimes qui, pour trop prévoir les suites des choses, n'osent rien entreprendre. Nous aurons besoin de tes soins. Allez, 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 allez. Je vous irai bientôt rejoindre. Ah! Il ne sera pas dit qu'impunément, on m'ait mis en état de me trahir moi-même. Et de découvrir des secrets qu'il était bon qu'on ne sût pas. Eh bien, Scapin, comment va l'affaire de mon fils? Mais votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde. Et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Comment donc? Alors que je parle, on vous cherche de tous côtés pour vous tuer. Moi? Oui. Et qui? Chut. Le frère de cette personne qu'Octave a épousée.
Il croit que le dessein que vous avez de mettre votre fille à la place que tient sa sœur est ce qui pousse le plus fort à faire rompre leur mariage. Et dans cette pensée, il a résolu hautement de décharger son désespoir sur vous et vous ôter la vie pour venger son honneur. Tous ses amis, gens d'épée comme lui, vous cherchent de tous côtés et demandent de vos nouvelles. J'ai vu même, de ça, de là, des soldats de sa compagnie qui interrogent ce qu'ils trouvent. Et occupent par peloton toutes les avenues de votre maison. De sorte que vous ne sauriez aller chez vous. Vous ne sauriez faire un pas, ni à droite, ni à gauche, que vous ne tombiez dans leurs mains. Que ferais-je, mon pauvre Scapin? Eh ben, je ne sais pas, monsieur. Ah non, voilà une étrange affaire. Je tremble pour vous depuis les pieds jusqu'à la tête. Eh, chut, attendez. Hein? Ah non, 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 ce n'est rien. Ne saurais-tu trouver un moyen pour me tirer de peine? J'en imagine bien un, mais... Non, je courrais risque, moi, de me faire assommer. Hé, Scapin! Montre-toi un serviteur zélé. Non! M'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. J'ai une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse en secours. Ah, tu en seras récompensé, je t'assure. Et je te promets cet habit ici, hein? Et quand je l'aurai un peu usé. Oui, attendez. Bon, voici une affaire que je me suis trouvé fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous vous mettiez dans ce sac et que... Hein? Mais non, ce n'est personne. Il faut, dis-je, que vous vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Hein, je vous chargerai sur mon dos comme un paquet de quelque chose. Et je vous porterai ainsi au travers de vos ennemis jusque dans votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. Ah, l'invention est bonne. Ah, bah la meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture, toi. Hein? Non, je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Mettez-vous bien jusqu'au fond. Et surtout, prenez garde de ne point vous montrer. Et de ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Je serai le tenir. Cachez-vous! Voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Je n'aurai pas l'avantage de tuer ces gérontes. Et quelqu'un, par charité, ne m'enseignera pas où il est. Ne branlez pas. Cadédis, je le trouverai. Se cacha-t-il au centre de la terre? Ne vous montrez pas. Oh! L'homme au sac! Monsieur, je t'éveille, un Louis, et m'enseigne où peut être Géronte. Vous cherchez le seigneur Géronte, monsieur? Oui, Malguerre, je le cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui, Yébeu, Cadédis, les faire mourir sous les coups de bâton. Ah, monsieur! Les coups de bâton ne se donnent point à des gens comme lui. Et ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est Fade et Géronte. C'est Marot. C'est Vélitre. Le seigneur Géronte, monsieur, n'est ni Fade, ni Marot, ni Bélitre. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment? Tout me traite à moi, avec cette hauteur. Je défends comme je le dois, un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que toi es des amis ces Gérontes? Oui, monsieur. J'en suis. Cadédis, tu es de ses amis à l'avenir. Tiens, voilà ce que je t'éveille pour lui. Ah, monsieur! Ah, monsieur! Ah, doucement! Va! Porte-lui cela de ma part. Adiosias! Adieu, soit le gascon! Oh, monsieur, je suis tout moulu. Et mes épaules me font un mal épouvantable. Comment? Ce sont les miennes qui l'a frappé. Nenni, monsieur, c'était sur mon dos
qu'il frappait. Mais que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore. Mais non, vous dis-je, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu fais donc te retirer un peu plus loin pour m'épargner. Prenez garde! En voici un autre que la mine d'un étranger! Parti! Moi courir comme une basque, et moi ne pauvre point trouver de tout le jour, ces diables de Géronte. Cachez-vous bien! Dites-moi un peu, vous, mon sire l'homme, s'il vous plaît, vous savoir point où les ces Géronte que moi cherchèrent? Ben non, monsieur, je ne sais pas où est Géronte. Mais dites-le-moi vous franchement. Moi, les vouloir pas grande chose à lui, les seulement pour lui donner un petit régal sur le dos d'une douzaine de coups de bâton, et de 3 ou 4 coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Tête, il me semble que j'y vois remuer quelque chose dans ce sac. Pardonnez-moi, monsieur. Il y a assurément quelque histoire là-dedans. Point du tout, monsieur. Moi, l'avoir envie de donner un coup d'épée dans ce sac. Hé, monsieur. Gardez-vous-en bien. Montre-moi un peu vous ce que c'est là. Tout beau, monsieur. Comment tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je le vouloir voir, moi. Eh ben, vous ne le verrez point. Aïe! Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-moi vous, te dis-je. Je n'en ferai rien. Toi, ne feras rien. Non. Moi, paillé de ce baston dessus les épaules de toi. Je me moque de cela. Toi, faire le drôle. Attends, oui, oui. Ah, monsieur. L'être là, un petit leçon pour apprendre à toi à parler insolemment. Oh, la paix soit du baragouineux. Je suis roué. Oh, monsieur, je suis mort. Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos? Ben, je sais pas. Prenez garde! Voici une demi-douzaine de soldats, tout ensemble. Allons, tâchons à trouver ces Gérontes. Cherchons partout, n'épargnons point nos pas, courons toute la ville, n'oublions qu'un lieu, visitons tout, furetons de tous les côtés. Ouais! 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 Par où irons-nous? Tournons par là, ouais. Non, par ici. À gauche, à droite, Nenni, c'est fait. Cachez-vous bien. Bon. Ah, camarade. Chut. Camarade. Voici son valet. Allons, coquin. Il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Ah, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous, il est, parle. À deux doigts, expédions, dépêche, vite, tôt. Ah, messieurs, doucement. Si tu nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Nous allons t'assommer. Je ne trahirai pas mon maître. Ah, tu veux en tâter. Voilà. Infâme. Scélérat, c'est ainsi
que tu m'assassines. Je vais prendre un peu l'air. Tu me le paieras, je te jure. La plaisante histoire et la bonne dupe que ce vieillard. Il n'y a rien de plaisant à cela. Vous n'avez qu'à faire d'en rire. Quoi? Que voulez-vous dire, monsieur? Je veux dire que vous ne devez pas vous moquer de moi. De vous? Oui. Mais comment qu'ils songe à se moquer de vous? Pourquoi venez-vous ici me rire au nez? Mais cela ne vous regarde point. Et je ris toute seule d'un conte qu'on vient de me faire. Le plus plaisant qu'on puisse entendre. Je ne sais pas si c'est parce que je suis intéressée dans la chose, mais je n'ai jamais trouvé rien de si drôle qu'un tour qui vient d'être joué par un fils à son père pour en attraper de l'argent. Un fils à son père pour en attraper de l'argent. Pour peu que vous me pressiez, vous me trouverez assez disposée à vous dire la chose. Et j'ai une démangeaison naturelle à faire part des contes que je sais. Je vous prie de me dire cette histoire. Je le veux bien. Je ne risquerai pas grand-chose à vous la dire, et c'est une aventure qui n'est pas pour être longtemps secrète. La destinée a voulu que je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu'on appelle égyptiens, et qui, rôdant de province en province, se mêlent de dire la bonne fortune et quelquefois de beaucoup d'autres choses. En arrivant dans cette ville, un jeune homme me vit et conçut pour moi de l'amour. Dès ce moment, il s'attache à mes pas, et le voilà d'abord comme tous les jeunes gens, qui croient qu'il n'y a qu'à parler, et qu'au moindre mot qu'ils nous disent, leurs affaires sont faites, mais il trouva là une fierté qui lui fit un peu corriger ses premières pensées. Il fit connaître sa passion aux gens qui me tenaient, et les voilà disposés à me laisser à lui moyennant quelques sommes. Mais le mal de l'affaire était que mon amant se trouvait dans l'état où l'on voit très souvent la plupart des fils de famille, c'est-à-dire qu'il était un peu dénué d'argent. Et il a un père qui, quoique riche, est un avaricieux fiefé, le plus vilain homme du monde. Attendez. Oh, ne me saurais-je souvenir de son nom? Aidez-moi un peu. Ne pouvez-vous me nommer quelqu'un de cette ville qui soit connu pour être avare au dernier point? Non. Oh, il y a son nom du... Ronron... Oronte... Non. Géronte. Oui, Géronte, justement. Voilà mon vilain, je l'ai trouvé, c'est ce ladre-là que je dis. Pour venir à notre compte, nos gens ont voulu aujourd'hui partir de cette ville. Et mon amant m'allait perdre faute d'argent. Si, pour en tirer de son père, il n'avait trouvé du secours dans l'industrie d'un serviteur qu'il a. Pour le nom du serviteur, je le sais à merveille. Il s'appelle... Scapin. C'est un homme incomparable qui mérite toutes les louanges qu'on peut donner. Coquin que tu es! Voici le stratagème dont il s'est servi pour attraper sa dupe. Je ne saurais m'en souvenir que je ne ris de tout mon cœur. Il est allé trouver ce chien d'avare et lui a dit qu'en se promenant sur le port avec son fils, ils avaient vu une galère turque où on les avait invités d'entrer. Qu'un jeune Turc leur y avait donné la collation. Et que tandis qu'ils mangeaient, on avait mis la galère en mer, et que le Turc l'avait renvoyé lui seul à terre dans un esquif, avec ordre de dire au père de son maître qu'il emmenait son fils en Alger, s'il ne lui envoyait tout à l'heure 500 écus. Voilà mon ladre, mon vilain, dans de furieuses angoisses. Et la tendresse qu'il a pour son fils fait un combat étrange avec son avarice. 500 écus qu'on lui demande sont justement 500 coups de poignard qu'on lui donne. Il ne peut se résoudre à tirer cette somme de ses entrailles. Et la peine qu'il souffre lui fait trouver 100 moyens ridicules pour avoir son fils. Il veut envoyer la justice en mer après la galère du Turc. Il sollicite son valet de s'aller offrir à
à tenir la place de son fils jusqu'à ce qu'il ait amassé l'argent qu'il n'a pas envie de donner. Et il abandonne pour faire les 500 écus. 4 ou 5 vieux habits qui n'en valent pas 30. Le valet lui fait comprendre à tout coup l'impertinence de ses propositions. Et chaque réflexion est douloureusement accompagnée d'un « Mais que diable allait-il faire dans cette galère? Ah, maudite galère, traître de Turc !» Enfin, après plusieurs discours, après avoir longtemps gémi et soupiré, eh ben, il me semble que vous ne riez point de mon compte. Qu'en dites-vous? Que le jeune homme est un pandard, un insolent, qui sera puni par son père du tour qu'il lui a fait. Que l'Égyptienne est une malavisée, une impertinente, de dire des injures à un homme d'honneur qui saura lui apprendre à venir ici débaucher les enfants de famille, et que le valet est un scélérat qui sera, par Géronte, envoyé au gibet avant qu'il soit demain. Où est-ce donc que vous vous échappez? Savez-vous bien que vous venez de parler là au père de votre amant? Je viens de m'en douter. Et je me suis adressée à lui-même sans y penser pour lui conter son histoire. Comment son histoire, hein? Bah oui, j'étais toute remplie du conte et je brûlais de leur dire. Ah, mais qu'importe! Tant pis pour lui. Je ne vois pas que pour nous les choses puissent être ni plus ni mieux. Vous aviez grande envie de babiller. Et c'est bien d'avoir de la langue que de ne pouvoir se taire de ses propres affaires. Oh, bah dis donc, n'aurait-il pas appris cela de quelque autre? Rentrez dans la maison, voilà mon maître qui m'appelle. Ah, vous êtes donc accordé, coquin. Vous vous êtes donc accordé, Scapin, toi et mon fils, pour me fourber. Et vous croyez que je l'endure? Ma foi, monsieur, si Scapin vous fourbe, je m'en lave les mains et vous assure que je n'y trempe en aucune façon. Nous verrons cette affaire Pandard. Nous verrons cette affaire. Et je ne prétends pas qu'on me fasse passer la plume par le bec. Seigneur Argonte, vous me voyez accablé de disgrâce. Vous me voyez aussi dans un accablement horrible. Le Pandard de Scapin, par une fourberie, m'a attrapé 500 écus. Le même Pandard de Scapin, par une fourberie aussi, m'a attrapé 200 pistoles. Il s'est pas contenté de m'attraper 500 écus. Il m'a traité d'une manière que j'ai honte de dire. Mais il me la paiera. Je veux qu'il me fasse raison de la pièce qu'il m'a jouée. Prêtons faire de lui une vengeance exemplaire. Plaise au ciel que dans tout ceci je n'ai point ma part. Mais ce n'est pas encore tout, Seigneur Argante. Et un malheur nous est toujours l'avant-coureur d'un autre. Je me réjouissais aujourd'hui de l'espérance d'avoir ma fille dont je faisais toute ma consolation. Et je viens d'apprendre de mon homme qu'elle est partie depuis longtemps de Tarente. Et qu'on y croit qu'elle a péri dans le vaisseau où elle s'embarqua. Mais pourquoi, s'il vous plaît, la tenir à Tarente et ne vous être pas donné la joie de l'avoir avec vous? Non! Oh! J'ai eu mes raisons pour cela. Et des intérêts de famille m'ont tenu jusqu'ici à tenir fort secret ce second mariage. Mais... oh, que vois-je? Te voilà, nourrice? Seigneur Pandard! Appelle-moi Géronte. Ne sers plus de ce nom. Les raisons ont cessé qui m'avaient obligé à le prendre parmi vous, à Tarente. Là, que ce changement de nom nous a causé de troubles et d'inquiétudes dans les soins que nous avons pris de vous venir chercher ici.
Ouais, ma fille. Et sa mère. Votre fille, monsieur, n'est pas loin d'ici. Ah. Mais avant que de vous la faire voir, il faut que je vous demande pardon de l'avoir mariée. Tenez, voisin. Dans l'abandonnement ou faute de vous rencontrer, je me suis trouvée avec elle. Ma fille mariée. Oui, monsieur. Et avec qui? Avec un jeune homme nommé Octave, fils d'un certain seigneur Argan. Oh, ciel, quelle rencontre! Mène-nous promptement où elle est. Vous n'avez qu'à entrer dans ce logis. Allez, passe devant. Suivez-moi, Seigneur Argan. Suivez-moi. Voilà une aventure qui est tout à fait surprenante. Eh bien, Sylvestre, que font nos gens? J'ai deux avis à te donner. L'un, que l'affaire d'Octave est accommodée. Notre Hyacinthe s'est trouvé la fille du seigneur Géronte. Et le hasard a fait ce que la prudence des pères avait délibéré. L'autre avis, c'est que les deux vieillards font contre toi des menaces épouvantables. Et surtout le seigneur Géronte. Cela n'est rien. Les menaces ne m'ont jamais fait mal. Ce sont des nuées qui passent bien loin sur nos têtes. Prends garde à toi. Les fils se pourraient bien raccommoder avec les pères. Et toi, demeurer dans la nasse. Laisse-moi faire. Je trouverai moyen d'apaiser leur courroux. Retire-toi, les voilà qui sortent. Allons, ma fille. Venez chez moi. Ah, ma joie aurait été parfaite si j'avais pu voir votre mère avec vous. Venez, mon fils! Venez vous réjouir avec nous de l'heureuse aventure de votre mariage. Le ciel! Non, mon père. Toutes vos propositions de mariage ne serviront de rien. Je dois lever le masque avec vous, et l'on vous a dit mon engagement. Oui, mais tu ne sais pas... Je sais tout ce qu'il faut savoir. Je te veux dire que la fille du seigneur Géronte... La fille du seigneur Géronte ne me sera jamais de rien. Mais c'est elle, hein? Non, monsieur, je vous demande pardon. Mes résolutions sont prises. Écoutez. Non. Tais-toi, je n'écoute rien. Ta femme! Non, vous dites mon père, je mourrais plutôt que de quitter mon aimable Hyacinthe. Hey, vous avez beau faire. La voilà. Celle à qui ma foi est engagée. Je l'aimerai toute ma vie. Et je ne veux point d'autre femme. Eh bien, c'est elle! C'est elle qu'on te donne! Quel diable détourné qui suit toujours sa pointe! Oui, Octave, voilà mon père que j'ai trouvé. Et nous nous voyons hors de peine. Allons chez moi. Ils sont mieux qu'ici pour nous en contenir. Hein? Mon père, je vous demande par grâce que je ne sois pas séparée de l'aimable personne que vous voyez. Elle a un mérite qui vous fera concevoir de l'estime pour elle quand il sera connu de vous. Tu veux que je tienne chez moi une personne qui est aimée de ton frère et qui m'a dit tantôt au nez 1000 sottises de moi-même. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Je n'aurais pas parlé de la sorte si j'avais su qui vous étiez. Et je ne vous connaissais que de réputation. Comment? Que de réputation? Père, la passion que mon frère a pour elle n'a rien de criminel. Et je réponds de sa vertu. Voilà qui est fort sage. Ne voudrait-on point que je mariasse mon fils avec elle? Une fille inconnue qui fait le métier de coureuse. Ah, mon père, ne vous plaignez point que j'aime une inconnue sans naissance et sans bien. Ceux de qui je l'ai racheté viennent de me découvrir qu'elle est de cette ville et d'honnête famille. Oh. Que ce sont eux qui l'y ont dérobé à l'âge de 4 ans. Et voici un bracelet qu'ils m'ont donné et qui pourra nous aider à trouver ses parents. Hélas! Avoir ce bracelet, c'est ma fille, que je perdis à l'âge que vous dites.
Votre fille? Oui, ce l'est. Et j'y vois tous les traits qui m'en peuvent rendre assuré. Monsieur, que d'aventures extraordinaires! Que d'aventures extraordinaires. Il vient d'arriver un accident étrange. Quoi? Le pauvre Scapin. C'est un coquin que je vais faire pendre. Hélas, monsieur, vous ne serez pas en peine de cela. En passant contre un bâtiment, il lui est tombé sur la tête un marteau de tailleur de pierre qui lui a brisé l'os et découvert toute la cervelle. Il se meurt. Et il a prié qu'on l'apportât ici pour vous pouvoir parler avant que de mourir. Où est-il? Voilà. Ah, messieurs, vous me voyez... Vous me voyez dans un étrange état. Je n'ai pas voulu mourir sans venir demander pardon à toutes les personnes que je puis avoir offensées. Oui, messieurs. Avant que de rendre le dernier soupir, je vous conjure de tout mon cœur de bien vouloir me pardonner tous ce que je puis vous avoir fait. Et principalement, le seigneur Argante et le seigneur Géronte. Pour moi, je te pardonne. Va, meurs en repos. C'est vous, monsieur, que j'ai le plus offensé par les coups de bâton que... Ne parle point davantage. Je te pardonne aussi. Ça a été une témérité bien grande à moi que les coups de bâton... Laissons cela. J'en mourrai une douleur inconcevable pour les coups de bâton Mon que... Dieu, tais-toi. Les malheureux coups de bâton que... Tais-toi, te dis-je. J'oublie tout. Hélas, quelle bonté. Mais est-ce de bon cœur, monsieur, que vous me pardonnez les coups de bâton? Eh oui! Ne parlons plus de rien. Je te pardonne tout. Voilà qui est fait. Ah, monsieur, je me sens tout soulagé depuis cette parole. Oui. Et je te pardonne. À la charge que tu mourras. Comment, monsieur? Je me dédie de ma parole. Si tu réchappes. Voilà mes faiblesses qui me reprennent. Seigneur Géronte, en faveur de notre joie, il faut lui pardonner sans condition. Soit. Allons souper ensemble pour mieux goûter notre plaisir. Et moi, qu'on me porte au bout de la table, en attendant que je meure.